Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cours, toujours concernant le programme de terminale. Cette fois-ci, nous allons essayer d'abord dans un premier temps de faire un exercice d'application sur la méthodologie de la dissertation et après nous allons pouvoir essayer de faire, nous allons continuer l'étude donc des civilisations. D'abord, par rapport à l'exercice qu'on appelle la dissertation historique, que ce soit en histoire, que ce soit en géographie, là, vous avez dû vous en rendre compte depuis un certain temps que le format a été changé. Donc, ce n'est plus le format habituel que vous avez l'habitude de voir ces derniers temps, mais depuis pratiquement 2 à 3 ans, donc au Sénégal, maintenant nous avons mis en œuvre le processus d'harmonisation de l'épreuve du baccalauréat par rapport aux autres pays de l'UEMOA. Raison pour laquelle donc, le format par rapport à la dissertation historique maintenant a été changé pour un petit peu aider les élèves à pouvoir faire cet exercice qui du reste était un peu difficile pour certains, mais qui est très facile. D'autant plus qu'il suffit juste de pouvoir maîtriser la méthodologie, de pouvoir la mettre en pratique et d'être un peu attentif et d'être un peu sélectif quant aux idées qu'on doit proposer pour argumenter. Et nous allons prendre comme exemple d'illustration le baccalauréat de cette année, c'est-à-dire de 2021, qui a été un sujet en histoire qui est très illustratif même de l'exercice de dissertation historique. Parce que d'habitude, il y avait des sujets où pratiquement pour pouvoir déceler la consigne, déceler la problématique, il fallait faire une petite analyse. Mais au regard de l'épreuve qui a été proposée cette année, donc vous avez dû vous en rendre compte que c'est un sujet, c'est une épreuve où non seulement les différentes étapes de la méthodologie se voient à travers le livret du sujet, mais aussi la problématique même, c'est-à-dire l'idée centrale, la question qui est soumise à l'étude, cette question-là aussi est très visible à la lecture du sujet. Donc, d'habitude, vous voyez des exercices où pratiquement on mettait tout de façon très compacte, c'est-à-dire et le contexte et la consigne de façon compacte. Mais cette fois-ci, vous allez vous rendre compte que le format dans lequel on a écrit, sous lequel, autant pour moi, on a écrit l'épreuve, ce format-là est divisé en 2 parties. Vous avez une première partie qu'on appelle le contexte et une autre partie qu'on appelle la consigne. La consigne, c'est-à-dire ce qu'on attend de l'élève réellement, c'est-à-dire quels sont les éléments que l'élève doit traiter lorsqu'il est en face du sujet. Parce que tout simplement, avant, ce qu'il y avait, c'est que l'élève, par lui-même, essayait non seulement d'identifier le contexte, c'est-à-dire le cadre spatio-temporel du sujet, mais l'élève devait, à travers la consigne qui est donnée, essayer de sortir son plan d'étude. Mais maintenant, avec le nouveau format, non seulement le contexte est bien défini, c'est-à-dire le cadre spatio-temporel est bien défini, mais en plus, la consigne a été très claire et cela va permettre à l'élève très facilement de pouvoir proposer un plan à l'étude. Maintenant, si on en revient à la méthodologie de la dissertation historique, d'une façon générale, qu'on peut même utiliser cette même méthodologie qu'on peut utiliser en géographie. Donc, on a plusieurs étapes, mais on a 3 grandes parties essentielles. D'abord, nous avons l'introduction, nous avons le développement et nous avons la conclusion, qui sont les 3 grandes parties de la dissertation historique. Et dans chaque partie, il y a des éléments que l'élève est appelé à traiter. Donc, comme pour dire que il faut toujours, dans une épreuve de dissertation, respecter cette chronologie des parties. Il
faut jamais faire ce qu'on appelle sauter du coq à l'âne, c'est-à-dire quitter l'introduction et venir directement à la conclusion sans pour autant faire un bon développement. Toutes les trois parties sont liées. Parce que tout simplement, ce que vous allez faire dans le développement dépend du plan que vous avez déjà annoncé au niveau de l'introduction. Et ce que vous allez faire au sein même de la conclusion sera en quelque sorte le résumé des différentes parties que vous avez eu à développer dans la seconde partie. Donc, comme pour dire que ce sont trois éléments qui sont étroitement liés et que vous devez petit à petit essayer de pouvoir déceler. Maintenant, si on prend la première partie, à savoir l'introduction. L'introduction, c'est comme son nom l'indique. Bien. Donc, l'introduction, comme on l'a si bien dit, c'est quelque chose qui sert d'entrée dans le sujet, qui sert de porte d'entrée pour l'étude du sujet, parce que là, vous ne pouvez pas étudier sans pour autant exactement essayer de faire essayer de pouvoir déceler les différents éléments qu'on vous a demandé de faire. Maintenant, tout comme les deux autres parties, l'introduction est divisée en plusieurs éléments. Et cela va même obéir à une sorte de questionnement. Donc, parce que tout simplement, quand on parle d'introduction ici, la première partie, c'est le fait de pouvoir sortir. Ensuite, nous avons posé la problématique. Et enfin, nous avons annoncé le plan. Voilà les trois grandes parties que nous allons retrouver au sein même d'une introduction. D'abord, quand on parle du cadre spatio-temporel, d'habitude, vous aviez l'habitude, durant le cycle moyen, mais dans d'autres matières, de parler emmener le sujet. Voilà l'expression que les élèves ont tendance à utiliser. Mais il ne s'agit pas d'amener le sujet. Un sujet, il s'agit de le poser dans un cadre bien défini, que ce soit un espace et dans un cadre temporel, c'est-à-dire une époque bien précise. Ce qui est différent de la géographie, c'est la même méthodologie. Mais quand on traite un sujet en histoire, c'est différent de la façon dont on traite un sujet en géographie. Parce qu'en géographie, il s'agit d'étudier des phénomènes peut-être qui peuvent être inscrits dans une longue durée. Mais en histoire, l'étude est bien précise. Le phénomène que l'on étudie dans un sujet de dissertation est bien précis et bien circoncis dans un temps et dans un espace. Raison pour laquelle, quand vous êtes en face d'un sujet de dissertation historique, la première des choses à faire quand on fait l'introduction, c'est de définir le cadre spatio-temporel. Et d'une façon générale, le cadre spatio-temporel, on l'appelle tout simplement le contexte. Le contexte du sujet, c'est-à-dire l'époque et le lieu. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes en face d'un sujet de dissertation, là, le contexte et le sujet et le lieu sont bien définis. Par exemple, vous prenez le sujet qui est soumis à notre étude ici. Pour pouvoir sortir le cadre spatio-temporel, par exemple, déjà l'époque est bien précise. Parce que rien qu'à partir de la première phrase du contexte, on peut bel et bien savoir de quelle époque il s'agit. C'est de l'époque de l'après-guerre, quand on parle à partir de 1945. Donc, cela veut dire que toutes les choses que nous devons étudier dans le sujet, ici, ces choses-là vont venir juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et vont s'arrêter à quelle époque? On va le voir tout à l'heure. Mais retenez que d'abord ici, lorsqu'on définit le contexte ici, la première chose qu'il faut voir, c'est le temps. Le temps qui est soumis. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas faire une étude avant 1945, même si ça peut nous servir dans le développement pour rappeler certains faits
mais la majeure partie de l'étude va se situer à partir de 1945. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut voir quand on définit ici le contexte. Toujours dans l'étude du contexte. Donc, on a le temps. Il nous faudrait avoir aussi le lieu, l'espace où se sont déroulés les événements. Faisons une petite lecture du texte. On vous dit, à partir de 1945, les deux plus grandes puissances mondiales ont l'une et l'autre, pour des raisons différentes, décidé d'intensifier leur action en faveur de la décolonisation. Pour bien comprendre ce mouvement, qui est l'un des phénomènes les plus importants des relations internationales, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut distinguer la décolonisation des territoires français et celle des territoires britanniques. Et on vous dit dans la consigne, analyser les facteurs de la décolonisation évoqués dans les propos ci-dessus, ainsi que le processus d'émancipation des différents pays à travers une étude comparée des décolonisations de l'Inde et de l'Algérie. Donc vous voyez bel et bien ici que le lieu est bien défini. Il s'agit du processus d'émancipation des colonies, c'est-à-dire des pays qui ont été sous le contrôle de la France et de la Grande-Bretagne. Mais le sujet est allé plus loin. Le sujet a pris comme exemple l'Inde et l'Algérie. Ce qui veut dire que, non seulement dans le contexte, vous devez sortir le fait que l'étude du sujet répond à un cadre bien général, à savoir les décolonisations dans les colonies, donc ça soit en Afrique et en Asie, mais on est bien précis ici quand on va parler de l'Inde et de l'Algérie. Ce qui veut dire que le lieu, c'est uniquement l'Afrique et l'Asie. Donc, parce que tout simplement, c'est même sur ces deux continents qu'on a connu plusieurs mouvements de lutte pour la décolonisation. Même si dans certains pays, donc, dans d'autres continents, il y en a, mais la décolonisation, on l'a connue bel et bien et en Afrique et en Asie. Et le sujet, comme j'ai dit, a été très clair en mettant l'accent sur l'Inde et sur l'Algérie. Donc nous allons, dans le contexte ici, ce que vous allez faire, non seulement après avoir démontré que l'étude du sujet, c'est à partir de 1945, mais ça va s'arrêter juste après la guerre d'Algérie. Parce que tout simplement, on a été bien précis en parlant du processus d'émancipation, mais en prenant comme exemple l'Inde et l'Algérie. Donc, comme pour vous dire que dans un sujet, le cadre spatio-temporel, le contexte historique du sujet est bel et bien défini quand on vous sort le temps et quand on vous sort le lieu. Donc, c'est la première des choses que vous devez faire quand vous faites une introduction, c'est de pouvoir définir le cadre spatio-temporel ainsi que, qui veut dire faire sortir le temps et faire sortir le lieu. Donc ça, c'est la première partie d'une introduction quand on fait un sujet de dissertation, que ce soit en histoire, mais en géographie, mais surtout en histoire, où vraiment, veuillez respecter le temps que vous avez, l'époque qui a été précisée par le sujet. Parce que là, c'est peut-être que dans la conclusion, on le verra tout à l'heure, que vous pouvez essayer de sortir du cadre temporel. Lorsqu'il s'agit de donner la portée historique du texte. Mais tant que vous êtes dans le cadre de l'étude, la seule chose que vous devez faire, c'est de rester dans le cadre qui a été bien défini par le sujet.